Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale autonome a tenu ce mercredi une séance de concertation avec les parties prenantes. Objectif, fait le point d'avancement du chronogramme électoral. À l'invitation du président Patrice Talon, plus de 200 jeunes issus de diverses couches sociales se sont retrouvés le lundi 28 juillet dernier. Les échanges ont surtout porté sur les questions de développement. Vous suivez les impressions de quelques citoyens béninois. L'actualité internationale nous amène ce soir. Au Soudan, un tribunal antiterroriste a porté des accusations de crimes contre l'humanité par contumace à l'encontre de Mohamed Hamdan Dagalo, le dirigeant des forces de soutien rapide. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre des préparatifs pour les élections générales prévues en 2026, la Commission électorale nationale autonome a tenu ce mercredi une rencontre d'échange avec les parties prenantes. Cette séance de concertation visait à faire le point des activités déjà réalisées et à présenter les étapes à venir du processus électoral. Le reportage. À moins d'un an des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome intensifie ses échanges avec l'ensemble des parties prenantes. L'instance en charge des élections au Bénin a ainsi convié les organisations de la société civile ainsi que les professionnels des médias ce mercredi 6 août à une séance de travail approfondie et ce, en lien avec les dispositions de l'article 19 du Code électoral. L'objectif est de renforcer la transparence du processus électoral et de clarifier les messages autour des prochaines choses. Des élections libres, justes et inclusives sont un pilier fondamental de toute démocratie saine et durable. Et tels des maillons d'une même chaîne, la contribution des acteurs de la société civile et des médias dans la réussite du processus électoral est cruciale. Les organisations de la société civile veillent à la défense des droits des citoyens et à la promotion de la participation citoyenne, tandis que les médias jouent un rôle essentiel dans l'information, la sensibilisation et la transparence. La Commission électorale nationale autonome Sénat, quant à elle, garantit la bonne organisation et la régularité du processus électoral. À cet effet, la Sénat a élaboré et publié pour chaque processus électoral un chronogramme des activités à mener dans le cadre des élections générales de 2026 qui, ma foi, est dynamique et différent du calendrier électoral qui reste non modifiable. Cette séance est donc indispensable dans la suite des actions à mener en vue d'une bonne organisation de ces élections. Au cours des échanges, le directeur général des élections a présenté le niveau des activités inscrites au chronogramme et rappelé la responsabilité de chaque acteur pour garantir le bon déroulement des élections générales de 2026. Déjà, en mars 2025, le budget des élections a été validé par le ministère des Finances après un arbitrage ligne par ligne, acquisition par acquisition, pour l'ensemble des activités électorales. Dès que ça a été fait, en avril 2025, le ministère des Finances a mis à disposition de la Sénat l'ensemble du budget des élections. Quand il est à disposition, donc virer dans les comptes de la Sénat le budget qu'il faut pour les élections, pour parler simplement. Et la Sénat, à son tour, a fait la répartition vers les institutions qui sont concernées par les élections. L'ANIP, c'est le principal fournisseur de la Sénat, du principal intrant pour voter. Parce qu'un scrutin, c'est d'abord combien d'électeurs, c'est d'abord combien de centres de vote, c'est d'abord combien de postes de vote. L'ANIP a livré à la Sénat les statistiques électorales. Je voudrais encore préciser, quand on dit statistiques électorales, ce n'est pas la liste électorale. Ce sont les statistiques électorales. C'est combien y aura-t-il de postes de vote, de centres de vote,
et d'autres détails qui concernent l'élection. Et selon la forme que la Sénat souhaitait, cela lui a été livré dans cette date-là. Pour l'année électorale, il y aura le deuxième dimanche du mois de janvier 2026, il y aura les élections couplées, législatives et communales. Le deuxième dimanche d'avril 2026, la présidentielle premier tour. Le second tour suivra en mai prochain, en mai 2026. La Sénat également, quelque chose de très important, a publié la décision portant la liste des pièces à fournir et des modalités de dépôt des déclarations de candidature qu'on a envoyé à chaque partie prenante pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Je voudrais quand même ajouter que pour les déclarations de candidature, le législateur a disposé que cela se fait de deux façons. Une déclaration physique, une déclaration dématérialisée. Pour la partie dématérialisée, c'est la Sénat qui prépare les outils, le logiciel pour faciliter le travail aux partis politiques. Les différentes préoccupations soulevées par les participants ont été prises en compte par la Sénat pour des élections crédibles et apaisées. Autre information dans ce journal, le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a convié ce mardi les acteurs impliqués dans le processus électoral à un atelier de restitution. À l'occasion du présent atelier, les premières conclusions de l'audit ont été présentées dans l'optique de parfaire le rapport final annoncé pour être rendu public dans les tout prochains jours. Romaric Dossa et Bernardin Bonoubo pour le reportage. Les 4 experts recrutés dans le cadre du toilettage du fichier électoral ont fini leurs travaux. Pendant une trentaine de jours, ils se sont focalisés sur la collecte des données, le croisement et l'analyse des informations recueillies sur le terrain, l'étude des dispositions légales de ce fichier et les insuffisances qu'on peut y noter. Cette conférence de presse du Chant d'Oiseau à Cotonou avait donc pour but de partager avec les acteurs des médias les résultats auxquels ils sont parvenus. Une démarche dirigée de main de maître par le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL avec à sa tête Jean-Baptiste Elias. La loi et les tests d'application ont bien mis en place le processus d'inscription dans cette base de données. L'audit avait pour mission de voir si les différentes réglementations mises en place pour inscrire les personnes dans la base de données ont été respectées. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nom du père, nom de la mère, prénom du père, prénom de la mère, lieu de résidence, numéro de téléphone, prise de photo, prise d'empreinte digitale, etc., etc. Est-ce que tout ce qui est prévu a été fait dans les règles de l'art? L'audit n'a que pour mission de vérifier si tout ce qui est prévu a été fait, point final. Donc l'audit est un instrument technique, scientifique, qui n'a rien à voir avec la politique. Pour le président du COPIL, il était question de se conformer au thème de référence qui a missionné les 4 experts sélectionnés dans ce cadre. Jean-Baptiste Elias revient ici sur le processus ayant abouti à leur recrutement. 32 dossiers sont parvenus et la commission de dépouillement et d'évaluation des offres a travaillé pour retenir 4 experts qui sont ici sur le plateau. Ces 4 experts ont travaillé chacun dans son domaine. Le droit pour M. Ronsard, la démographie et les statistiques pour Mme Karine, le système numérique pour M. Alpha et la biométrie pour M. Fabien. Pour le porte-parole des experts, il était plus que nécessaire d'interagir avec les acteurs rencontrés au départ pour savoir si les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Aujourd'hui, il a été nécessaire que nous recevions le feedback des acteurs que nous avions reçus, avec qui nous avons eu à nous entretenir avant, tout au long du processus, pour que nous sachions nous assurer que
nous les avons bien compris quand nous les avons consultés, mais aussi nos analyses ne sont pas hors cadre. Et c'est avec satisfaction que nous notons que tout ce que nous avons communiqué est rentré dans le cadre du contexte de l'audit, mais aussi dans le cadre du contexte particulier de chaque partenaire qui nous a reçus selon sa spécificité. C'est avec joie qu'au nom de mes collègues ici, les experts internationaux de la biométrie, système informatique, la démographie et statistique, que nous avons partagé avec ces partenaires notre constat sur le fait qu'au Bénin, le système utilisé garantit à tout moment l'extraction d'une liste électorale crédible, fiable. Nous avons même ajouté viable, parce que nous sommes face à un fichier électoral dynamique. Les regards sont désormais tournés vers le COPIL qui recevra les résultats mardi prochain et s'assurera que les recommandations des experts sont prises en compte par les différentes institutions concernées. Et dans le reste de l'actualité, issue de toutes les couches socio-professionnelles et de toutes tendances politiques confondues, ce sont plus de 200 jeunes qui ont convergé le lundi 28 juillet dernier à l'invitation du président Patrice Talon. Les échanges à bâton rompu entre le chef de l'État et ses hôtes ont essentiellement porté sur les grandes questions de développement, de gouvernance, suivant quelques impressions des citoyens béninois. Je crois que le président Talon, dans termes de jeu, je dirais que c'est le grand incompris. Incompris parce que pendant longtemps, ses actions ont été dans une direction que la jeunesse ne comprenait pas et que même les Béninois n'arrivaient pas à appréhender. Et à travers cette rencontre, j'ai découvert un autre président, un président qui avait une vision claire de ce qu'il voudrait pour la jeunesse. Et je crois que son défaut a été qu'il n'a pas su le communiquer ou bien il n'a pas au début réussi à associer ou à amener la jeunesse à adhérer à cette vision. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, après cette séance, nous avons une idée claire et nette de ce qu'il veut pour la jeunesse. Je crois que le président Talon voudrait que les jeunes Béninois soient de plus en plus engagés, qu'ils aient l'esprit d'entreprise. Et au-delà de ces qualités qu'il voudrait inculquer à notre jeunesse, il souhaiterait également que la jeunesse ait des valeurs. Et comme valeur, je pourrais dire la capacité, par exemple, de tenir parole. Quand je prends, par exemple, les microfinances, lorsque la jeunesse empruntera de l'argent pour entreprendre, il faut qu'ils puissent fructifier vraiment et qu'ils puissent rembourser. Donc, je crois que le président Talon a abordé beaucoup de sujets qui tiennent à cœur à la jeunesse. Et je crois qu'il a réussi à dissiper les zones d'ombre. Le président de la République nous a montré quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est quoi? Il nous a montré qu'un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Et nous voyons que le président a opté vraiment pour l'alternance. Et nous voyons qu'il veut vraiment partir. Et il prépare même son départ. C'est un exemple. Du fait qu'il a demandé pardon pour ses insuffisances, c'est vraiment un exemple que la jeunesse doit suivre. Il montre réellement qu'il n'est pas Dieu, qu'il est un être humain et qu'un être humain ne peut jamais tout faire dans la vie. Celui qui a demandé pardon, il faut le pardonner. Nous avons redécouvert ces derniers jours un autre président, un autre monsieur Talon. Il n'est pas parfait. Comme tout homme, aucun homme n'est parfait. Il a certainement fait des erreurs et il souhaiterait que les Béninois le lui pardonnent, la jeunesse le lui pardonne. Mais je crois qu'il voulait montrer un cap, un sens, une direction. Et il a utilisé des méthodes fortes pour y arriver. Et je crois que c'est de bon temps que les Béninois reconsidèrent peut-être leur position, revoient leur vue par rapport à ce président qui, ma foi, est visionnaire, veut une orientation pour le pays. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un message fort que nous devons retenir du règne du président. Pour aller au développement, le Bénin a besoin de discipline. Parce que moi, je crois qu'il y a quand même des éléments qui ont été faits, qui ont imprimé certaines disciplines qu'on pensait être impossibles aux Béninois. Je vais citer quelques-uns. Vous prenez le secteur des délégations. Il y a un travail qui est fait. C'est vrai, il reste à faire.
concernant les édifices, les mobiliers, les infrastructures. Mais un travail de fond a été fait parce que les acteurs sont devenus beaucoup plus disciplinés. Et ça a donné les résultats que nous avons. Je prends également la route, les casques aujourd'hui. Mais c'est une avancée extraordinaire. Et ça, moi je félicite le président par rapport à ces éléments où il a réussi à mettre de l'ordre là où il le faut. Et quand vous observez un bon observateur de la scène politique, il a même réussi à instaurer la gestion axée sur les résultats. Parce que c'est des éléments clés qui ont permis au grand pays d'aller au développement. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je sais que le président Talon en a cassé beaucoup. Il a fait également des omelettes, de très bonnes omelettes. En interactualité au Cameroun, le Conseil constitutionnel a rejeté ce mardi le recours de l'opposant Maurice Kamto. Il avait été déclaré officiellement deuxième à l'élection de 2018. Cette fois, le 12 octobre prochain, il ne pourra pas affronter lui-même dans les urnes le président Paul Biya qui a 92 ans, qui brigue un 8e mandat. Le reportage. Au Cameroun, Maurice Kamto ne participera pas aux élections présidentielles d'octobre 2025. C'est la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté le recours de l'opposant, le jugeant injustifiable sur le fond. Un jugement qualifié de politique et qui sème les germes de la fraude, selon les avocats. Nous pensons que nous sommes arrivés au Conseil constitutionnel ayant la certitude que le Conseil constitutionnel est beaucoup plus politique que juridique. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel a fonctionné à 3% juridique et à 97% politique. Et c'est ce qui explique la décision qui a été rendue tout à l'heure. Donc cette décision qui est beaucoup plus dominée par cette pulsion politique fait que, en réalité, on a consacré la fraude. Et c'est pour ça que nous disons que ça entache le processus électoral, qui est un processus qui se devrait d'être démocratique. Face à cette décision irrévocable, les avocats s'en remettent désormais à une solution politique et les observateurs parlent de théâtre. Nous n'allons pas trouver un recours alors que la loi n'a pas prévu un recours. Bon, maintenant qu'il s'agit d'une décision motivée par des raisons politiques, les recours politiques restent ouverts. Et là, ce n'est pas du ressort des avocats parce que les avocats ont fait le juridique, leur travail est terminé, ils pensent avoir bien fait le travail. Nous assistons là à la concrétisation d'un théâtre politique qui a été orchestré pour légitimer d'une manière ou d'une autre une décision qui avait été déjà prise par des officines. Nous sommes dans ce que certains ont souvent qualifié d'usage politique des institutions, usage politique du droit, c'est-à-dire que des adversaires politiques décident de réquisitionner le droit de réquisitionner leur position de pouvoir, de réquisitionner les institutions pour pouvoir mettre en difficulté leurs adversaires. La tension est palpable. L'opposition défie le pouvoir. Les autorités mettent en garde contre toute atteinte à l'ordre public. Au Soudan, le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, ainsi que 2 de ses frères ont été inculpés par contumace ce mardi par un tribunal antiterroriste soudanais. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité, de génocide, de viol et d'actes de torture commis dans la région du Darfour. Suivons. Un tribunal antiterroriste soudanais a inculpé lundi par contumace Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, chef des forces de soutien rapide, ainsi que ses 2 frères et 13 autres personnes pour génocide et crimes contre l'humanité. Et ces poursuites font suite à l'assassinat de l'ancien gouverneur du Darfour Ouest, Kamis Abdallah Abkar, survenu le 14 juin 2023, peu après son arrestation par les FSR. Selon le parquet, les charges portent également sur
sur une attaque perpétrée le 15 avril 2023 contre la ville d'El Généna, attribuée à Emeti et visant la communauté massalite. Cette offensive aurait causé des milliers de morts, provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes vers le Tchad et abouti au meurtre brutal de l'ancien gouverneur. Les frères d'Emeti sont accusés de complicité dans la planification et l'exécution de l'attaque selon les autorités judiciaires. D'autres accusés sont poursuivis pour avoir participé à l'assaut. Le gouvernement libanais a chargé ce mardi l'armée de préparer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année, une mesure demandée par les États-Unis le même jour. Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que le parti n'accepterait pas de calendrier imposé pour remettre ses armes tant qu'Israël poursuit ses attaques au Liban. Le reportage. Le gouvernement libanais préconise un plan militaire pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite par le Premier ministre Nawaf Salam à l'issue d'un conseil des ministres qui a duré près de 6 heures. Elle intervient peu après que le Hezbollah a notifié son refus de désarmer. Le chef de groupe s'est même montré menaçant. Il déclare que la faction du Hezbollah soutenue par l'Iran est prête à reprendre les attaques de missiles contre Israël. Il s'agit pour les autorités de limiter le droit de port d'armes aux seules forces institutionnelles du Liban. Cette décision fait suite à la visite en juillet de l'envoyé américain Tom Barak, qui a appelé à une politique plus décisive pour désarmer le groupe soutenu par l'Iran. Mardi après-midi, le chef du Hezbollah, Naim Qassem, a rejeté les appels lancés à son groupe afin de déposer les armes. L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a été reçu ce mercredi par Vladimir Poutine au Kremlin. Cette visite intervient quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine. C'est après moi. Steve Witkoff, l'émissaire du président américain, est arrivé à Moscou mercredi. Il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Outre les relations entre les États-Unis et la Russie, les échanges entre les deux hommes ont porté sur l'Ukraine aussi. Les discussions qui ont duré 3 heures ont été qualifiées d'utiles et constructives par le Kremlin. Le président américain Donald Trump a donné le 29 juillet un ultimatum de 10 jours à la Russie pour trouver un accord de paix avec l'Ukraine. Le locataire de la Maison-Blanche faisant part de sa déception concernant l'attitude de Vladimir Poutine sur la crise russo-ukrainienne. Washington brandissait dans la foulée la menace des sanctions contre Moscou, dont des tarifs douaniers élevés sur les importations russes. Mais à 2 jours de l'expiration de l'ultimatum américain, Moscou continue ses attaques militaires contre l'Ukraine. Reste à savoir si la visite de l'envoyé spécial américain pourrait aider à enterrer la hache de guerre. C'est sur cette actualité que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.